Les récentes découvertes de gaz et de pétrole en Méditerranée orientale changent partiellement la donne dans cette région du monde. La Méditerranée est une mer semi-fermée, les litiges y sont donc assez nombreux, et ces découvertes de gisements sont à la fois source de tensions et source de résolution de problèmes politiques. Donc allons voir de plus près. Voici le bassin de la Méditerranée. Cette mer a une largeur maximale de 1600 km et minimale d'environ 13 km. C'est une mer semi-fermée par les détroits internationaux de Gibraltar, des Dardanelles et l'isthme où a été percé le canal de Suez. Et cet espace maritime doit être partagé par 23 États riverains, tous en droit de disposer d'espaces de souveraineté. Donc comment se partage cet espace maritime? Bien pour le comprendre, il faut faire un peu de droit. Le droit de la mer, régi par la Convention de Montego Bay de 1982, indique ceci. Un État dispose de ses eaux intérieures, des côtes jusqu'à la ligne de base. Là, la souveraineté de l'État est complète, c'est la prolongation de ses droits terrestres. Puis d'une mer territoriale, large de 12 milles, où il demeure souverain sur la surface, le fond, les sous-sols et l'espace aérien survolant la zone. Mais il est tenu d'autoriser le passage des navires marchands et de guerre, si ces derniers ne sont pas belliqueux. Vient ensuite la zone contiguë qui se trouve entre 12 et 24 milles à partir de la ligne de base, où l'État peut faire respecter ses lois nationales dans les domaines des douanes, de la fiscalité, de la santé et de l'immigration. Et puis enfin, il y a la zone économique exclusive. Entre 12 et 200 milles, l'État y a des droits souverains d'exploration et d'exploitation des eaux, des fonds marins et des sous-sols. Et au-delà de ces zones de souveraineté, il y a les eaux internationales. Alors comment ces principes du droit de la mer s'appliquent-ils en Méditerranée? Revenons sur notre bassin méditerranéen. Avec 23 pays riverains, on voit bien sur cette carte qu'il n'y a pas assez de place pour que tout le monde puisse avoir sa ZEE large de 200 milles. Certains territoires maritimes se chevauchent, comme par exemple entre la France, les Baléares et la Sardaigne, ou entre l'Égypte et Chypre, ce qui est susceptible de créer des contentieux entre les États. Or, justement, les contentieux sont nombreux. Allons voir la côte israélienne. Voici la ZEE qu'Israël revendique. La première découverte de gaz en offshore d'Israël date de 2000 avec le gisement Mari B, dont les ressources sont estimées à environ 30 milliards de mètres cubes de gaz. Puis, en 2009, sont découverts le champ de Dalit, d'environ 15 milliards de mètres cubes, le champ de Tamar, avec 250 milliards de mètres cubes de gaz, et à eux deux, les gisements de Dalit et de Tamar représentent un potentiel économique de 30 milliards de dollars. Et en 2010 est découverte la poche du Léviathan, qui contiendrait 450 milliards de mètres cubes de gaz. Alors selon une estimation, le potentiel gazier total d'Israël pourrait s'élever à 1500 milliards de mètres cubes, ce qui à terme offre à Israël une indépendance énergétique, un possible statut d'exportateur d'hydrocarbures et la possibilité de se prémunir contre d'éventuels boycotts énergétiques que peuvent exercer certains États arabes voisins. Et ces champs sont découverts alors que justement l'État israélien s'inquiétait de l'épuisement de ces gisements déjà en cours d'exploitation. Alors ces découvertes dans une mer relativement fermée et qui concentre tant de tensions politiques intéressent tout le monde et surtout le Liban. Le Liban est au nombre des États arabes qui n'ont jamais reconnu l'État d'Israël. Donc les deux pays ne se sont pas mis d'accord sur leurs frontières terrestres, même si l'ONU a établi une délimitation entre les deux pays qu'on appelle la ligne bleue. Donc il n'existe pas non plus de frontières maritimes reconnues. Israël a officialisé en juillet 2011 le tracé de sa zone économique exclusive que vous voyez ici. Or, le Liban conteste la ligne qui la sépare de sa ZEE et qui devrait, selon lui, se trouver là. Israël et le Liban se disputent donc une zone de 850 km² dans laquelle pourrait se trouver du gaz. Alors la tension monte entre les deux pays. Le Hezbollah libanais a menacé d'attaquer les infrastructures d'exploitation israéliennes et Israël a déployé sa marine au niveau des forages. En 2011, le Liban a déposé une requête pour que l'ONU statue sur le tracé de la frontière,
mais les Nations Unies se sont déclarées incompétentes. Donc, on en est là aujourd'hui. Allons voir maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire au sud d'Israël. Le long des côtes de la bande de Gaza se trouve un gisement de gaz, Gaza Marine, dont les ressources sont estimées à environ 30 à 40 milliards de mètres cubes, soit un patrimoine financier conséquent pour une autorité palestinienne menacée de faillite. Mais les autorités israéliennes veulent poser leurs conditions. D'abord, le Hamas ne doit pas profiter de cette ressource. Le gaz palestinien doit pouvoir se raccorder au pipeline qui relie les villes d'Ashkelon et d'Arish. Et Israël doit pouvoir être le principal client et doit pouvoir acquérir le gaz palestinien à un prix inférieur à celui du marché. De toute façon, quoi qu'il en soit, tant que la Palestine sera divisée en deux gouvernements, l'un à Gaza, l'autre en Cisjordanie, il y aura de toute façon un obstacle politique à l'exploitation du gaz en Palestine. Bien, il y a donc d'importantes réserves de gaz le long des côtes de la Méditerranée orientale, et Israël a pris la décision d'exporter ce gaz, et le premier des candidats à l'achat, c'est la Jordanie. Car le royaume hachémite a un urgent besoin de combustible pour faire tourner ses centrales électriques. Jusqu'à récemment, l'Égypte était le principal fournisseur de gaz de la Jordanie, qui transitait notamment par le gazoduc du Sinaï. Le gaz égyptien permettait de couvrir 80% des besoins en électricité de la Jordanie, mais de multiples attentats contre le gazoduc ont conduit à la quasi-interruption de cet approvisionnement. Donc le gouvernement israélien a pris la décision de fournir du gaz à Amman, mais les exportations doivent être indirectes, c'est-à-dire discrètes, afin que les islamistes jordaniens n'accusent pas le roi Abdallah de Jordanie de coopérer avec l'ennemi, c'est-à-dire avec les sionistes. Pour le reste, par où exporter? Les relations avec la Turquie se sont sérieusement dégradées depuis 2010 suite à l'incident de la flottille de la paix. Elle était partie de la Turquie en direction de Gaza, elle avait été interceptée par la marine israélienne et au cours de l'attaque, 9 citoyens turcs avaient été tués. Israël a donc procédé à un retournement d'alliance et s'est tourné vers Chypre et la Grèce, ennemis historiques de la Turquie. La découverte d'intérêts communs autour de l'énergie a poussé au rapprochement des trois États, d'autant plus que les découvertes d'hydrocarbures israéliens ont accéléré les prospections des fonds sous-marins des États voisins. Résultat, Chypre découvre en 2011 l'énorme gisement d'Aphrodite au sud-est de l'île, dont les premières poches devraient recéler entre 100 et 150 milliards de mètres cubes de gaz naturel et possiblement du pétrole, soit près de 300 ans de consommation en gaz pour l'île de Chypre. Mais l'île de Chypre est divisée en deux entités politiques qui se disputent le contrôle de l'île entière. Au sud, la République de Chypre, qui est membre de l'Union européenne. Au nord, la République turque de Chypre du Nord, soutenue par la Turquie. Et les points de désaccord sont nombreux. La République turque de Chypre du Nord dénonce les explorations menées par la République de Chypre, la délimitation de ses frontières avec Israël, l'attribution des blocs d'Aphrodite à des compagnies américaines et israéliennes. En clair, elle lui reproche ce qu'elle considère comme une appropriation frauduleuse des ressources de l'île dans son ensemble. Bien, nous avons donc vu Israël, le Liban, la Palestine, Chypre. Allons voir maintenant du côté de la Grèce. La Grèce également a engagé des prospections sous-marines fin 2011 et certaines estimations établissent que les réserves de la mer Ionienne s'élèveraient à 22 milliards de barils de pétrole et 4 milliards pour les réserves du nord de la mer Égée. De plus, une étude estime que les réserves de gaz de la Crète seraient de 4 000 milliards de mètres cubes de gaz, pouvant générer un revenu de plus de 400 milliards d'euros pour l'État grec sur 25 ans, ce qui est tout de même assez avantageux pour un État à ce point endetté. Eh bien, c'est là où les trois nouveaux alliés ont des intérêts communs. Pour pouvoir pleinement exploiter leur potentiel énergétique et l'exporter, la Grèce, Chypre et Israël envisagent de mettre en place un gazoduc sous-marin qui partirait d'Israël, transiterait par Chypre et la Grèce en direction de l'Europe. Et ces nouvelles explorations et projets de gazoduc intéressent évidemment les puissances européennes, car elles pourraient ainsi diversifier et sécuriser leurs approvisionnements énergétiques afin de limiter leur dépendance en gaz vis-à-vis de la Russie.
Alors on le constate, de nouvelles alliances sont en train de se nouer autour de cette question des enjeux énergétiques en Méditerranée. Par exemple, Israël finalement est venu présenter ses excuses à l'État turc pour l'attaque de la flottille turque en Méditerranée. Et puis les deux parties chypriotes, depuis février 2014, ont repris leurs négociations et peut-être leur rapprochement. Donc en fait, on le voit, ces découvertes de gaz et de pétrole en Méditerranée changent partiellement la donne dans cette région du monde. Alors, je vous conseille de lire la revue Carto, le numéro d'avril 2014, qui consacre un dossier spécial sur la géopolitique des ressources stratégiques, les énergies et les minerais, et puis un article historique aussi sur Gibraltar. Vous pouvez voir aussi le film de Yann Arthus Bertrand et Michael Pitiot, Méditerranée, notre mère à tous, qui est en vidéo à la demande sur France 2. Et puis, je vous renvoie à notre site internet pour plus d'informations. Vous y trouverez beaucoup d'ouvrages en langue allemande, des références bibliographiques aussi de livres en français. Et puis, si vous souhaitez accéder aux vidéos du dessous des cartes en illimité, sachez qu'il existe un service d'abonnement via Dailymotion avec plus de 200 épisodes en ligne.